bonjour. Deux grosses actualités animent la toile depuis quelques heures. La première est relative à la décharge de deux CA à Cotonou, les CA de premier et deuxième arrondissement par l'Union progressiste. Le parti a dit qu'il aurait commis une erreur en envoyant leur nom au préfet. 24 heures après l'installation, ils ont été déchargés pour laisser leur fauteuil à d'autres personnes. Au-delà de cela, le gouvernement a débloqué près de 115 milliards de nos francs pour soulager les personnes touchées par le coronavirus. Cette actualité aussi fait des vagues depuis quelques heures sur la toile et dans les débats publics. Pour en parler sur ce plateau, je reçois pour vous Arnaud Doumarou et Yves Dakouli qui vont nous donner leur avis sur ces deux actualités. Chers invités, bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, deux chefs d'arrondissement, les chefs d'arrondissement du premier et deuxième arrondissement de Cotonou ont été déchargés de leurs fonctions parce que le parti de Bruno Moussou estime qu'il a commis une erreur en envoyant leur nom au préfet. Yves Dakouli, le système partisan est désormais en marche correctement. Non, c'est vrai que c'est une... quand j'ai eu la nouvelle, ça m'a fait quand même quelque chose parce que on ne peut pas dire que c'est pas erreur qu'on a envoyé des noms de... Vous savez, Cotonou, c'est quand même... c'est la capitale économique du Bénin, c'est la vitrine. Et c'est dire que les 13 arrondissements de Cotonou sont des arrondissements phares si on considère Cotonou comme la vitrine. Et donc, qu'un parti en arrive à se tromper sur des noms d'élus, je crois que c'est un cas d'école, c'est assez rare. Bon, de toute façon, on n'a pas encore, dans l'histoire, on n'a pas encore eu ça. On a envoyé des listes jusqu'à ce qu'un préfet est venu installer et que même les concernés ont pris fonction. J'ai appris même qu'il y en a parmi eux qui ont organisé une grande fête, ont invité des gens et tout. Et que 24 heures après, on dise que bon, c'est pas erreur qu'on a envoyé leur nom. Non, je crois, pour être honnête, il y a eu au sein du parti, il y a eu, et c'est assez visible parce que il n'y a pas d'argument pour dire que c'est une erreur. Sauf à dire qu'il y a certainement eu en interne au sein de l'Union progressive, il y a eu des situations que le parti n'a pas souhaité rendre publiques et qui peut-être pour la survie, hein, pour la survie, pour la cohésion au sein du conseil communal à Cotonou, le parti n'a pas eu d'autre choix que de rappeler ces deux-là et d'en envoyer d'autres. Je crois que c'est la seule explication qu'on peut donner parce que à cette étape, pour l'organisation qui a été celle de l'Union progressiste, ce parti ne peut pas se tromper jusqu'à envoyer, c'est pas un seul CA, mais deux. Non, il y a eu autre chose. À nous, on a connu des présidents de 24 heures au Bénin. Aujourd'hui, on a des CA de 24 heures. La loi interprétative du code électoral est vraiment utile pour le Bénin aujourd'hui en 2020. Oui, je ne vous ferai pas le dire. Je dirais qu'il faut demander encore aux députés de nous expliquer cela un peu plus à l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'Assemblée nationale est devenue ce qu'elle est devenue. On peut voter une loi aujourd'hui, demain aller interpréter la même loi. Donc je dis que c'est dommage qu'on en soit là. Et puisque nous l'avons dit, nous l'avons répété, et puisque ce sont des hommes et des femmes d'un certain âge, d'un certain niveau, d'un certain parcours qui sont à l'Assemblée nationale, je crois qu'aujourd'hui, ils sont en train de voir ce que nous avons peut-être trop tôt vu, ou peut-être n'ont peut-être pas eu le choix forcément au niveau de l'Assemblée nationale pour nous faire passer ce genre d'éléments-là. Mais je dis beaucoup plus que c'est dommage. C'est dommage qu'on en soit là. Vous voyez, c'est ça, on parlait de nomination, Yves disait non, que c'est désignation. Juste là, ouais, qu'on ne fait pas, on n'arrive pas à vite faire la nette distinction entre la désignation et la nomination. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous nommez aujourd'hui, demain, vous pouvez dégommer et nommer encore de nouvelles personnes. Donc, je crois que nous sommes toujours dans cette logique de la pagaille en matière de démocratie. Vous voyez, c'est facile. On prend un bic, on nomme quelqu'un, on envoie, on l'installe, demain on dit, bon non, j'avais fait une erreur, c'est pas cette personne qui a été nommée, bon je renvoie un autre.
Comment est-ce que, dans un État sérieux, on peut assister à cela? Mais je ne sais pas si cela fait la fierté aujourd'hui du Parlement, ou si cela fait la fierté de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Mais je dis vraiment, c'est triste. C'est une honte pour le Bénin, pour l'histoire du Bénin, pour l'intelligence quand même qu'il y a dans ce pays. C'est une honte que nous soyons arrivés à ce stade-là. Autant peut-être rendre les choses beaucoup plus formelles, comme le Parti communiste chinois, où on sait d'office que c'est comme ça que bon, la démocratie n'est qu'un je dirais 20 mots ou quoi, c'est pas n'est qu'un slogan dans ces États-là. Mais c'est dommage qu'on nomme des gens, bon, qu'on désigne, si vous le voulez. Et qu'on dit 2 jours après, bon, ah, c'était une erreur. On dégomme, on essuie, et puis on reprend. Et si, bon, 3 jours après, maintenant, après cela, maintenant, si on dit encore que non, il y a d'autres encore, on avait également commis les mêmes erreurs. On va encore effacer les noms, faire une nouvelle nomination et envoyer. Donc, je crois que c'est une honte, c'est une insulte à l'intelligence béninoise. Yves, est-ce qu'à cette allure-là, nous ne tendons pas vers une instabilité continue au sein des conseils communaux pour ces 6 prochaines années? Est-ce qu'on peut... C'est vrai qu'il y aura des cas, peut-être que nous ne sommes pas encore à l'abri des surprises, mais est-ce que dans le climat là, on peut s'attendre à des tumultes? Non, je crois que les partis sauront prendre leurs responsabilités assez tôt pour que des cas comme on vient de l'évoquer ne se répètent. Et donc, si ça se répète, on aura des conseils communaux qui vont donner le meilleur d'eux. Et à nous, ce sont 2 CA qu'on vient de remplacer, de limoger. Ça peut arriver aussi à d'autres maires ailleurs. Est-ce que ça ne va pas agir sur l'équilibre des conseils communaux? Oui, tout à fait. En principe, même dès lors que vous avez déjà envoyé les noms, on ne peut pas remplacer. C'est CA là qu'on vient de remplacer. Je crois d'ailleurs que les CA qui ont été démis de leurs fonctions, qui ont été effacés de la liste, ces CA là peuvent saisir la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, pour faire constater quand même qu'il y a eu violation. Il y a eu violation. Mais la loi permet à leur parti quand même de les nommer, de les défaire. La loi dit qu'ils peuvent désigner. La loi ne permet pas à partir de les défaire dans ces conditions-là. Mais c'est moi qui vous nomme, je peux toutefois encore vous non, mais de façon plus formelle, la loi n'a pas prévu un mode de nomination. La loi justement ne peut pas tout prévoir. La loi a prévu, la loi ne peut pas tout prévoir, d'accord, mais la loi a dit, le CA, le maire et le adjoint, et nous sommes dans le cas d'espèce dans une ville à statut particulier. Donc à partir de ce moment-là, le CA ont statut d'adjoint au maire. Donc si on peut effacer facilement la désignation d'un CA après installation, vous voyez bien le truc, ça veut dire qu'on peut effacer autant la désignation du maire. Bien sûr. Donc on désigne les maires et leurs adjoints et le préfet constate, communique et installe. C'est ça qu'on a prévu. C'est pour ça qu'on parle de nomination. On nomme, tu constates et tu installes. Mais on ne peut pas finir de faire ça et revenir dire que non, c'était trompé. C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que quelque part, même si on reste dans la logique de ceux qui ont écrit ces textes-là aujourd'hui, c'est inconcevable que le parti, un parti sérieux, encore que je ne sais pas si ces partis sont sérieux, parce que vous voyez les actes que ces partis posent tous les jours. Si un parti sérieux nomme des gens, ou bien désigne des gens, qu'on installe, qui prennent un service, et revient dire après que je me suis trompé, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ces formations politiques-là. On ne peut même pas défendre ça, on ne peut même pas justifier cela. Donc, je dis déjà, ça fait une violation de la loi. Parce que ça fait quoi? Ça fera donc une double installation. La loi, le législateur n'a pas prévu double installation. Le législateur n'a pas dit dans les tests, bon, si en tout temps il y avait une erreur dans la nomination, on peut venir pour corriger. Le législateur n'a pas prévu cela. Donc, c'est une violation de la loi pure et simple. Mais puisque il faut que les gens soient soumis comme des moutons aujourd'hui dans les fonctions politiques, puisque si tu n'es pas docile, on ne peut pas te nommer à tel ou tel, il ne peut pas saisir la Cour, le juge de la Cour suprême. Autrement, on aurait pu saisir le juge de la Cour suprême et ça aurait pu faire 4 cas d'école. Si le juge rendait sa décision, on saurait si désormais on a la possibilité de faire cela. La loi n'a pas prévu une double installation. La loi n'a pas prévu une double cérémonie. Et à partir du moment où vous avez désigné, c'est que vous avez désigné. Donc ce qui s'est passé là, ce n'est qu'une violation pure et simple de la loi en principe. Et le préfet ne devrait pas revenir pour voir le fait.
Yves, on nous parle de la saisine de la Cour suprême. Quand on sait que c'est l'élection des maires et de leurs agents qui a posé problème au pont, les députés se sont retrouvés obligés d'interpréter à leur manière la loi. Est-ce que quand les conseillers d'un parti vont saisir la Cour pour se faire justice, est-ce qu'on ne va pas encore relayer la loi pour dire les militants de tel parti ne peuvent pas saisir la loi s'ils ont été démis par leur parti? Ça reste dans le domaine des spéculation. Déjà, il faut que ces dossiers saisissent la Cour suprême pour qu'on voit la suite. On ne peut pas rester ici et dire ici. Il faut qu'ils y aillent pour qu'on... Maintenant, si au sein du parti, on arrive à concilier les bords, ça ne risque pas d'arriver. Donc, on continue. Alors que ça, par exemple, le parti BR a envoyé non au préfet, mais le préfet, le jour de l'installation, a donné notre nom carrément et c'est quelques jours après qu'il a été rappelé à l'ordre. Il est en train de courir actuellement derrière les conseillers pour revenir sur sa décision. Est-ce que la loi interprétative ne crée pas trop de problèmes qu'elle en résout? Non, ce cas-là aussi, interpelle le parti parce que je crois qu'en principe, jusqu'à l'ultime minute, si vous êtes une formation politique qui est bien organisée, vous devez savoir la liste qui est dans les mains du préfet à l'instant même. Et si ce n'était pas la liste que vous avez transmise, vous étiez en droit de bloquer l'installation là. Maintenant, comment ça s'est fait? Quand on est attendu, et que je crois que là également, il s'est passé quelque chose qu'on a dû régler en interne et que, bon, bien aujourd'hui, on soit obligé de chercher des subterfuges pour régler. Parce que ce n'est pas possible qu'un parti envoie une liste et qu'un préfet retranche un nom et y mette un autre. Ça ne sonne pas. Soyons directs, ça ne sonne pas. Il y a eu aussi, à ce niveau, un problème interne au parti qui a été réglé, qui finalement, c'est un peu comme c'est un cas similaire à ce qui s'est passé à Cotonou au niveau du premier et du deuxième arrondissement. Il y a eu des problèmes en interne tels que si le parti, le Bloc républicain n'avait pas réagi de la sorte, ça risquait de porter un coup à la cohésion sur le terrain. On ne peut pas dire, c'est pas possible que vous envoyez une liste, parce que le préfet, vous envoyez le préfet, lui, il prend, constate et installe. Alors, d'où vient le nom non, je crois qu'il y a autre chose. Contrairement à ce que dit le service de communication de la préfecture a reconnu qu'il y a eu une erreur, que la préfecture a commis une erreur, la préfecture s'emploie à corriger l'erreur. Est-ce que là, il n'y a pas un problème au niveau de nos lois qui permettent désormais de désigner les gens au lieu de les élire au niveau des conseils? Oui, c'est pour dire que c'est dommage qu'on en soit là. On a fait ça de débat comme si on était à la maternelle. C'est comme si on était dans un quartier, c'était une querelle de quartier. Ouais, c'est que ce soit au niveau de l'État, au sommet de l'État, c'est-à-dire que les communes quand même on parle de la décentralisation. Donc, quand même, les CENID quand même sont des structures quand même assez importantes, parce qu'ils prennent une part importante du budget dans le cadre de la gouvernance au plan global. Et qu'on en soit là à dire de ces genres de trucs-là, vous voyez jusqu'où on nous amène au cours de cette mandature de député, encore que bon, de député élu dans les conditions que vous-même vous savez. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on en soit là, on envoie la liste de noms, dit après qu'on a changé. Mais attends, comme Yves le disait, on a retiré un nom, on est venu remplacer, on a fait la photocopie, ou bien, je ne sais pas si on a effacé avec gomme. Comment c'est possible? Et comment les élus du conseil communal là, parce que bon, désormais c'est le parti qui envoie, ça veut dire que c'est normal. Peut-être que vous-même vous venez le jour là, sans savoir réellement qui va être le maire, quelle liste a été envoyée au préfet. Et donc carrément c'est sous anonymat. Et même les conseillers, nous sommes là, nous venons, même si c'est notre parti qui a la majorité et absolue des suffrages estimés, nous ne savons pas finalement qui va être. Et nous venons le jour là, même lorsque c'est sous anonymat, le parti en responsable
doit savoir exactement la liste qui est entre les mains. Ne peut plus imaginer que le parti ne vient pas. Attention, ce que vous dites là, non, vous ne pouvez pas dire que le préfet a le jour de l'installation substitué. Le jour de l'installation, non, c'est pas, non, ça c'est une mise en scène. Non, on dit que le préfet a cité, c'est une mise en scène. Il s'est passé quelque chose. Non, ça c'est une mise en scène, ça saute à l'œil. Parce que le préfet ne peut pas avoir le courage d'effacer un nom. Il accepte d'endosser la société. Nous sommes en politique. Évoluons dans le débat. À cette allure, quel sera le climat de travail au sein des conseils communaux pour les 6 ans? On va peut-être les 6 ans où on aura... Non, je crois sincèrement qu'on ne perdra pas les 6 ans. Ceux qui ont été limogés sont conseillers. Et ils ont été au moins peut-être CA pendant 24 heures. Oui. Après leur limogeage. Oui, non, c'est comme je le disais tout à l'heure, les partis vont trouver en interne les mécanismes pour concilier ces différents-là. Et donc, je ne pense pas que les 6 prochaines années, au niveau des collectivités, le Bénin que nous allons perdre ça. Non, je crois que ce sont les vous savez, le fait de s'arrêter, d'aller interpréter la loi, de revenir tout, certainement, ça a créé un certain nombre de situations que les partis n'ont pas su gérer à temps jusqu'aux installations. Je crois que ce sont des soubresauts, des toutes premières heures et que, bon, progressivement, la machine va s'installer. À nous, faites la même lecture que Yves, que tout se passera bien quand ça déroulait. Moi, je reste optimiste. Non, il même sait que c'est impossible d'espérer quelque chose pour les 6 mandats, les 6 ans à venir, avec ces maires désignés ou trucs là. Il sait que c'est impossible. Vous voyez déjà, on a eu du mal déjà à installer. On a couru pour aller à l'Assemblée nationale, dit qu'on vient d'interpréter. On revient maintenant, on commence à limoyer des CA. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça va venir forcément au maire. Vous voyez ce que ça veut dire? Alors déjà que le maire actuel, même si on prend les tests aujourd'hui avec cette loi interprétative et complétive du code électoral, les maires actuels ont leur nombril dans la main des responsables des partis politiques. Ouais. Et donc il faut que le maire soit docile au parti. Et donc on lit le destin du maire au parti politique. Oui, mais est-ce qu'en principe, ça ne devrait pas être ça? Dans un contexte... Lorsque vous êtes issu d'une formation politique et que vous accédez à la mairie, est-ce qu'en principe, vous ne devez pas marcher sur les plates-bandes Le maire va tenir conseil avec son parti, va tenir conseil communal avec les conseillers... Non, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Donc, vous pensez qu'un maire issu d'une formation politique ne va pas consulter de façon régulière son parti sur certains aspects de sa gouvernance, parce qu'après, le bilan, ça engage le parti. Mais devant la criette, c'est le maire qu'on interpelle s'il y avait... Le parti fera en sorte que le maire ne se retrouve devant la criette. Ah bon? Non, le parti a intérêt. Non, mais... Et en plus de ça... Le parti, le maire ne s'est pas retrouvé là-bas par hasard. Il a été envoyé par son parti. Et donc, quoi qu'on dise, le parti doit avoir son regard sur ce qui se passe. Le maire qui n'a pas fait, vous savez, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous donner... Je crois du 13 au 14, si vous prenez par exemple le cas de l'Union progressiste, il y aura un rassemblement des maires et de tous les conseils communaux. Ça va se passer à Cotonou pour donner les lignes de ce qui devrait être déjà les 100 premiers jours du maire progressiste. C'est dire déjà que le parti a des directives à donner et que le parti sera comptable à l'heure du bilan. Les réalités de Porto Nouveau ne sont pas les réalités d'Abou Calavi, par exemple. Si le parti ils seront en tenue compte. Oui, mais les directives, ça ne peut pas être dans un cadre général, ça dans un cadre bien contextualisé. On peut pas, ce qui se passe à Porto Nouveau, on ne peut pas transposer ça à Cotonou, ni à Kademama ou au Chola, c'est ainsi de suite. À nous. Oui. Ce que vous dites là, c'est de mon point de vue, c'est du français qu'on parle, simplement. Mais il faut être pratique. Je suis maire, j'ai un conseil communal. Dans mon conseil communal, je n'ai pas que
les éléments de mon parti politique. Mon parti politique me convoque à une rencontre, me donne des directives. Je viens au niveau du conseil communal, j'ai d'autres directives. J'obéis à quelle directive? De façon pragmatique, je suis obligé de faire avec ce que le conseil... juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu possible parce que il y a une instance que reconnaît la loi, c'est le conseil communal. Le parti ne viendra pas faire des votes, opérer des votes à l'intérieur du conseil communal, même si le parti a des conseils à l'intérieur. Donc, c'est le conseil qui prend des décisions. Je prends surtout le cas où vous êtes peut-être dans une majorité relative où il y a un accord de gouvernance. Il y a un accord de gouvernance, donc il faut donc un séminaire conjoint. Par exemple, si je suppose qu'il y a dans une mairie, il y a BR et UP, il faut donc un séminaire conjoint entre les deux partis pour que finalement le maire ne soit pas obligé d'aller dans les deux sens. Et donc, lorsque vous avez un conseil communal et que vous-même, vos idées, les idées de ceux-là qui sont élus pour le conseil communal ne sont pas prises en compte et que ce sont les directives du parti qui vont être appliquées, vous avez des difficultés. Et donc, de façon pragmatique, vous aurez forcément d'abord du mal à gouverner entre les directives du parti et les directives du conseil communal, qui est l'instance de décision. Votre instance de décision, c'est ça. Donc, soit vous décidez de rayer un dictateur, vous imposez jusqu'à la fin de votre mandat. Encore que les mecs qui sont désignés, il y en a qui, lors du vote, ils avaient peut-être fait 4 personnes qui avaient voté pour eux. Et donc, ceux-là, d'abord, ils vont prendre du temps pour concilier d'abord les positions au sein de leur conseil communal. Tout cela, nous prenons du temps. Ça a toujours été Et en plus de ça, vous avez maintenant déjà le fait de faire consensus, tout ça. Maintenant, vous êtes tiré entre maintenant les décisions du conseil communal et les directives de votre parti. Je ne sais pas comment est-ce que dans notre parti, en matière de... Parce que c'est ça. On a voulu faire de façonner autrement la démocratie. On a voulu une démocratie rupturienne. Non, la démocratie, c'est la démocratie. Il n'y a pas une démocratie quoi pas la rupture. On ne peut pas faire une démocratie rupturienne. La démocratie, soit vous êtes dans le centre de la démocratie, ou vous ne l'êtes pas du tout. Et quoi, il dit, soit nous faisons un peu comme la Chine, carrément, où le Parti communiste désigne, un peu comme nous sommes sur le chemin actuellement, et carrément, ou bien comme la Corée du Nord, et on sait, bon, désormais, le Bénin, là, c'est tel truc-là. Mais on ne va pas dire, d'accord, nous sommes dans la démocratie, mais le parti a dit de faire, et n'a pas fait. Donc, le parti demande au conseil, par exemple, il faut le révoquer. Il perd la confiance du parti, la loi prévoit même la question du parti dans la question de la révocation des votes de défiance du maire. Vous voyez ce que ça veut dire? Comment est-ce que le législateur peut voir, je ne sais pas, harmoniser tout cela pour permettre quand même que les conseils communaux installés puissent véritablement satisfaire aux exigences des populations à la base. Et vous n'êtes pas sans savoir, si les partis étaient si sérieux, si les partis avaient des directives à donner, comme vous le dites, les partis ne laisseraient pas des individus, n'importe qui, aller inscrire quel nom dans les noms sur les listes pour les élections communales. On a ramassé des dossiers à gauche et à droite. On a fait du remplissage des listes qu'on a déposées au niveau de la Sénat. Et aujourd'hui, on a des conseils qu'on ne contrôle même pas. On a des conseils qui ne répondent à aucun profil. Et si le parti, justement, était un parti sérieux, le parti allait d'abord miser sur la candidature à l'interne et dire, pour être candidat pour les postes de conseil consort, vous devez déposer des projets de société. Et là, à partir de ce moment, on allait harmoniser pour dire, par rapport au défi de Cotonou, par exemple, voici le projet de Luc Atropos, voici le projet de tel, et au niveau du parti, avant même les élections, on aurait dû savoir, voilà la ligne qu'on pourrait suivre. On n'a rien fait de tout cela. Lorsque vous écoutez les mails, les projets sont carrément similaires pour tout le monde. Oui. Tout le monde veut faire ci, tout le monde veut faire ça, bon, alors qu'il y a des spécificités par rapport à certaines communes. On n'est même pas allé chercher les plans de développement communaux pour dire, désormais, voilà ce qui a été fait. Quand nous allons venir, nous pensons que cette approche n'avait pas marché et c'est pour ça que nous sommes dans le temps. Et par rapport à ça, le projet, par exemple, de non progressiste dans la commune de Cotonou, c'est tel. On n'a rien eu de tout ça, chers amis. Et lorsqu'on finit d'installer des maires élus et désignés, on finit de faire tout ça, dans la précipitation, on veut organiser une rencontre pour donner des directives. Pour donner quelle directive? C'est de ça que nous parlons. On n'a même pas laissé les gars prendre le temps de voir avec les conseils communaux, d'échanger, de prendre les fiches déjà au niveau de arrondissement, le maire qui est élu. Parce qu'il faut qu'on produise des fiches au niveau des arrondissements pour dire voilà comment nous sommes venus trouver l'arrondissement, monsieur le maire, voilà. Les gars n'ont pas encore eu ce temps-là. Et dans la précipitation, alors qu'au départ, en amont, on n'a prévu rien du tout en termes de projet de gouvernance pour ces élus-là. Aujourd'hui, on vient dire en même temps, bon, venez, vous allez prendre des directives. Je ne sais pas
comment ça fonctionne. Mais de mon point de vue, je dis, c'est une démocratie à la rupturienne, mais la démocratie, c'est la démocratie. Il n'y aura pas une démocratie à la rupturienne. Comme nous ne suivons pas les règles, comme cela se fait ailleurs, nous allons forcément passer à côté. Et nous sommes partis justement pour 6 ans de gouvernance au niveau de nos, malheureusement, au niveau de nos communes, où nous allons beaucoup plus nous amuser. Nous allons beaucoup assister à des limogeages, des votes de défiance, etc., etc. Et vous dites tantôt que les partis feront en sorte que les maires ne soient pas traduits devant la justice. Vous avez connu des cadres nommés dans ce pays, pas des gouvernements plus ou moins sérieux, mais qui se sont retrouvés finalement dans des dossiers. J'ai dit, mon idée voulait dire que les partis devraient s'arranger pour que les maires ne se retrouvent pas devant la criette parce qu'il s'agirait de leur image. Mais les partis n'iront pas s'asseoir dans les mairies pour tout contrôler. Ah non, mais c'est votre maire. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Et vous avez intérêt à ce que tout se passe bien là-bas parce qu'après, c'est vous. À nous, quand on sait ce qui s'est passé à la veille des élections communales du 17 mai, suivez mon regard, est-ce qu'à cette allure-là où on décharge un homme, d'autres personnes, on ne peut pas craindre le pire au sein de nos conseils communaux avant la fin du mandat? Non, évidemment. En tout cas, je veux être optimiste comme il faut l'être. Pour ce pays, je veux être optimiste comme Yves et croire que les hommes et les femmes qui sont au niveau de ces conseils communaux, au-delà de tout, vont se dire, nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons que notre commune là à développer. Parce que de toute façon, le pays nous unit, mais la commune également nous unit. À partir de ce moment-là, si les hommes et les femmes qui se réunissent là aujourd'hui oublient un peu les querelles de clocher, les querelles politiciennes, et se disent de toutes les façons. Mais il y a des frustrations quand on me dit que je n'ai commis aucune erreur, il y a des frustrations, je suis d'accord. Mais est-ce que, au nom de ces frustrations-là, nous allons faire payer le prix à cette population-là, à cette bonne dame qui vend du pain, et qui doit passer dans l'eau, dans la rue, pour venir, ça peut vendre. Est-ce que nous allons continuer à faire ça dans les conseils communaux? Même avant cette question, cette pagaille, concoctée par les députés d'Arusha du statut, même avant ça, on a l'habitude de cesser à ces querelles-là. On ne peut pas dire que tout était rose avant le nouveau code électoral ou avant la loi interprétative. On ne pouvait pas dire ça. On sait déjà que c'est des pratiques que nous avons, mais que nous devons nous en départir. Ce que nous disons, c'est que aujourd'hui, la 8e législature est venue amplifier ce que nous dénonçons, ce à quoi nous assistions par le passé. Mais il faut justement que les hommes et les femmes qui se retrouvent au sein de ces conseils communaux se disent quand même, c'est le développement à la base. Quand même, ce sont nos familles, ce sont nos parents, ce sont nos amis qui vivent dans nos localités. Et au-delà de tout, pensons quand même faire en sorte, laissons un peu nos égos, laissons un peu ces querelles, ces guerres de clocher, et faisons en sorte quand même que le développement, ce à quoi aspire cette population-là, quand même, soit plus ou moins satisfaite. Ne serait-ce qu'à 50% avant la fin de notre mandat. Amad Gansé n'a pas eu le fauteuil du maire de Boycon. Il a déposé une démission de son poste à son parti. Il a quitté Boycon pour la SOGEMA. Une bonne option, selon vous, Yves Dakouli? Non, je crois que c'est... pour lui, c'est le meilleur choix d'ailleurs à faire parce que ça risquait, le fait de rester sur place, ça risquait de créer... même si pendant 6 ans, on va essayer de faire semblant, l'ambiance entre les partisans et tout, je crois que l'ambiance n'aurait pas été bénéfique pour le développement local. Il faut être honnête parce qu'on connaît un peu nos hommes politiques et tout. Bon, il y a le discours que vous tenez avec l'autre en plénière et tout, mais il y a autre chose que vos partisans vous obligent à faire. Pour que, bon, peut-être ça ne marche pas bien pour l'autre. Nous sommes comme ça. Et donc, je crois s'effacer, bon, ça laisse vraiment la voie, ça coupe tout, quoi. Mais c'est toujours au sein du conseil communal, il n'a pas laissé son... Oui, mais c'est pas... Non, mais ça dit la dimension, lorsque, comment dire, ce à quoi le premier agent au maire a accès de façon systématique, c'est pas la même chose.
Je disais ici la fois dernière, le vendredi passé, que si il arrivait qu'Ama n'avait pas le poste de maire Boycon, qu'est-ce qui allait se passer? Et vous me disiez de laisser le temps au parti de désigner son maire. Aujourd'hui, c'est fait. Rufino D'Almeida est le maire de Boycon. Ama n'a pas voulu rester sous quelqu'un. Il a voulu garder son poste de DG. Non, je crois que c'est un plan de leadership. Un plan de leadership, et je ne crois pas, je ne sais pas. Entre la discipline du parti, entre la désignation, alors que vous savez que sur le terrain, aujourd'hui nous avons vu, même si, je ne sais pas, on a quand même vu un certain Ama Gansé très porté par la population, et même au même moment. Et Ama a fait ce combat-là contre peut-être son ancien mentor, Lucas Topo, qui, même étant à Cotonou, n'a pas manqué d'aller sur le terrain après quand même pour soutenir son parti. De toutes les façons, on dit que le parti doit être d'envergure nationale. Donc, il n'a pas manqué d'aller à Boycon pour soutenir son parti. Et pourtant, Ama Gansé et Elisabeth Aboussaga, des figures quand même qu'on connaît quand même dans cette localité-là. Vous voyez? Mais ne me dites pas qu'on mettra sur le même piédestal Rufino D'Almeida, Ama Gansé et Elisabeth Aboussaga. Ce n'est pas possible. Ouais. Si nous allons être un peu plus sérieux en termes de même si c'est la politique, mais voir quand même la volonté des partisans à la base, la volonté de la population à la base. Mais les gens massivement voté pour qui? Est-ce que les gens massivement voté pour Rufino D'Almeida ou bien Ama Gansé ou bien Elisabeth Aboussaga? Alors que si vous allez à Boycon, en tout cas pour ce que nous avons suivi juste là, vous constatez aisément quand même que le vote a été beaucoup plus en faveur de Ama Gansé et de Elisabeth Aboussaga. Mais finalement, le parti dit non, c'est Rufino qui prend la tête. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut se soumettre, se plier à la décision du parti? Je dis, si tant est que l'objectif, en pensant à la mode de désignation ou de nomination, c'est de calmer un peu le jeu, d'imposer des gens, on aurait certainement discuté avec Armand pour dire, voilà ce qu'il en est, nous pensons de telle manière. Mais on le fait tel qu'on a fait là, et le gars, il démissionne. Ça veut dire que c'est un désaveu d'abord pour le parti. C'est un désaveu pour le parti. Parce que, je ne sais pas, quand même, Armand n'est pas quand même un militant de 25e. Oui, bien sûr, il était une progressiste au départ. Je suis d'accord. Donc, c'est pour ça, justement, les considérations ont été prises en compte. Donc, mais en termes de leadership à Boycon, cela a certainement contribué au résultat que du bloc républicain. Okay. Sinon, les républicains n'étaient pas partis pour quand même gagner la mairie de Boycon. Mais vous avez en face un certain Lucas Topo qui a fait plus de 10 ans, 17 ans à la tête de la commune. Et vous imaginez du jour au lendemain faire ce score-là à Boycon sans le soutien d'Armand et d'Elisabeth Aboussaga, mais qu'on finisse et que finalement ces personnes soient reléguées carrément à ce rang-là. Je dis d'abord que c'est une question de discipline de groupe. Et ça, c'est des schémas qui nous montrent également qu'au sein des formations politiques, que ça ne va pas toujours. Et je suis content pour Armand parce qu'il faut que de plus en plus les gens apprennent à démissionner. Ils apprennent à démissionner. Vous avez vu à Cotonou également. On est allé chercher Luc quelque part, très loin. On l'a ramené. Les gens ne sont pas contents. On l'a imposé. Mais personne n'a eu le courage de démissionner. Donc il faut d'abord quand même se dire quand même qu'il faut saluer ce courage-là d'Ama Gansé. Mais ce courage-là peut avoir des représailles. C'est-à-dire qu'on peut désormais dire que d'accord, le parti t'a dit, va, et puis tu as bafoué les instructions du parti. Donc désormais, si on ne te positionne même pas sur la liste, est-ce que tu feras finalement passer ces élections pour même prétendre à un poste? Vous voyez, c'est un couteau à double tranchant. Il a pris un risque et on ne sait pas ce que le parti dira. Mais pour démissionner, non, vous savez pas. Il faut aller voir quels ont été les accords. Il faut aller savoir quels ont été les accords pour que finalement ça soit Maître Rufino D'Almeida qui soit porté. Peut-être que tout ça a été négocié, tout ce à quoi on a assisté, sa démission et tout. Peut-être que tout ça a été scellé en interne. C'est nous qui sommes surpris. En tout cas, tout le monde ne peut pas démissionner si on n'a pas des assurances solides ailleurs. On peut pas sceller, encore qu'on ne peut pas sceller des trucs comme ça pour cette image-là du parti. C'est que l'image du parti
C'est-à-dire que nous avons structuré des choses pour que 2 jours, celui que nous avons désigné comme premier adjoint démissionne. Le peu que je sais de la politique à la béninoise depuis, c'est que moi, plus rien ne me surprend. En tout cas, les politiciens ont leur calendrier, ils ont leur agenda, ils ont aussi leur manière de jouer. Nous sommes là pour les suivre. Le gouvernement béninois a décidé désormais de prendre en charge certaines dépenses concernant le coronavirus. Les entreprises qui ont été touchées par cette pandémie seront désormais soulagées. Plus de 114 milliards seront déboursés, a annoncé le Conseil des ministres du mercredi passé. Yves Dakouri, le gouvernement prend désormais à cœur le cri de cœur des populations qui ploient sous le poids de cette pandémie depuis quelques mois maintenant. Oui, assurément, c'est un soulagement. Quand on regarde le calme avec lequel le gouvernement a pris quand même cette situation, ce qui concerne les mesures sociales, c'est vrai que tout au départ, un peu dans la sous-région, quand les pays, voire même limitrophes, ont commencé par initier de ces actions, on a eu en interne pas mal de fonds, pas mal de commentaires qui voudraient que le gouvernement aussi fasse pareil et tout. Mais on a vu qu'avec le temps, bon, il y avait tout un travail qui se faisait parce qu'il a d'abord fallu prendre du temps pour identifier les acteurs qui sont vraiment les acteurs dans divers secteurs économiques qui sont vraiment impactés négativement par les effets du Covid. Il a fallu faire tout ce travail-là. Ensuite, il a fallu identifier au niveau des couches vulnérables ceux qui ont été touchés aussi par le respect strict des mesures barrières qui a engendré un net ralentissement des activités économiques. Il a fallu prendre du temps pour identifier tout cela, produire des formulaires, inviter les gens à venir s'inscrire et tout. Et donc aujourd'hui, on sait de façon précise dans quelle direction est-ce que ces sous, c'est environ 75 milliards qui vont être injectés. On sait exactement dans quelle direction ça va. C'est un ouf de soulagement et on ne peut que s'en féliciter. D'ailleurs, le retour au sein de l'opinion nationale en dit vraiment non. À nous, sur les 75 milliards environ, seulement 5 milliards iront vers le bas peuple. Le reste, c'est vers les hôtels, les compagnies d'assurance, les compagnies aériennes et autres. Est-ce que nous sommes vraiment dans du social ou bien on est enrichi les riches davantage? Il faut d'abord dire que par rapport au temps même pas le gouvernement pour réagir, il faut d'abord dire que sur un certain nombre d'aspects, c'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible en ce sens que, vous savez, lorsque vous parlez par exemple des entreprises, c'est des gens qui sont formalisés. La plupart sont formalisés. Ça veut dire que des gens ont leur registre de commerce, des gens ont l'habitude de payer des impôts, et donc on a un certain nombre d'éléments par rapport à ces entreprises. Je ne sais pas si après, on a mis du temps pour aller encore chercher ces éléments-là. Donc, ça veut dire que le temps qu'on a mis pour réagir, pour moi, ce temps, ça n'est pas du tout compréhensible. Et carrément, même dire même que on fait peut-être que on est même dans une dynamique de médecin après la mort. Vous prenez même pour les couches les plus défavorisées, par exemple les pauvres et les extrêmes pauvres. On dit même qu'il faut attendre d'abord finir le recensement en septembre afin de porter assistance à ces personnes-là. Vous imaginez la crise a démarré depuis mars. Et puis, depuis mars, il y a eu quand même divers appuis. Les Béninois ont contribué, ont donné de l'argent au gouvernement pour aider à la prise en charge sanitaire. Les partenaires, la Banque mondiale, le FMI. Et également, des mesures fortes sont venues d'ailleurs. Les autres sont si cons que ça. Est-ce que les autres réfléchissent moins que les Béninois? C'est de ça qu'il s'agit. Mais les ministres on est méthodique, on attend, on veut ça veut dire que à l'UEMOA, les gens ne sont pas méthodiques. À la Banque mondiale, les gens ne sont pas méthodiques. À la CEDEAO, les gens ne sont pas méthodiques. Au niveau de l'Union européenne, les gens ne sont pas méthodiques pour apporter des réponses au moment où les gens en avaient le plus besoin. Il va me permettre de dire que cette réponse apportée au moment où nous parlons, et dit en plus, lorsque vous lisez le Conseil des ministres, on vous dit que les extrêmes pauvres ont continué le recensement et on va finir probablement le recensement en septembre. Et donc, il faut attendre septembre pour espérer maintenant quelle mesure va être prise en faveur de ces personnes-là qui sont les plus vulnérables et qui tout de suite ont besoin d'être accompagnées. Mais je prends le cas où on dit même qu'on a besoin du temps. J'ai dit, et les entreprises
Les entreprises, vous avez lu, moi déjà, avait déjà donné des consignes pour dire que par rapport aux entreprises, il faut laisser donner de nouveaux moratoires pour permettre aux entreprises de pouvoir rester dans les délais, de pouvoir payer plus tard. Donc, on fait remise de dette, non pas remise de dette, mais on fait un ajoutement de l'échéance pour permettre aux entreprises de pouvoir tenir, notamment aux petites et moyennes entreprises. Pendant tout ce temps, le gouvernement béninois a fait quoi? Est-ce que ces personnes n'étaient pas enregistrées? Ces personnes n'étaient pas connues? Si on avait envie d'agir, je crois bien qu'on aurait pu agir le plus tôt possible. Il ne faut pas nous dire qu'on a pris tout ce temps pour mieux réfléchir que tous les autres, au plan, pas seulement sur le continent africain, mais pour tous les autres. Que l'Union européenne, que la Banque mondiale, que l'UEMOA, que la CEDEAO. Mais je crois que c'est pas responsable de tenir un discours pareil. Mais en dehors de ça, en dehors de ces entreprises qui, en principe, on devait très vite faire plus clair si l'objectif est la relance de l'économie. Vous pouvez, par exemple, on pense sortir un montant d'environ plus de 174 milliards. Parce que ce n'est pas seulement 114 milliards. Les 114 milliards, déjà, c'est ce qui, aujourd'hui, tout de suite, on va lancer. Oui. Mais ces 174 milliards, dans les 74 milliards, il y a 63, et quelques milliards qui sont destinés aux entreprises. Oui. Et c'est là que vous parlez que la portion congrue au coût social, la portion congrue au coût social. Parce que lorsque nous finançons les entreprises, là, nous ne faisons pas du social. Nous ne sommes pas en principe dans le social proprement dit. Nous faisons de la relance de l'activité économique. Nous injectons de l'argent pour permettre à l'activité économique de reprendre. C'est quoi la finalité de la relance de l'activité économique? Mais justement, quand on parle de la relance de l'activité économique, oui, c'est pour soutenir la finalité. La finalité, c'est d'abord le macro. Ce sont des gens qui travaillent. Chers amis, je suis d'accord, mais c'est d'abord le macro. C'est d'abord au niveau macro. Lorsque nous faisons, par exemple, du social pur, c'est au niveau micro. C'est au niveau du panier de la ménagère. Je suis d'accord que l'entreprise va vendre, tout là, parce que du macro, on va descendre au micro. Mais je dis d'abord, lorsque vous avez été plus de 63 milliards, prenons le cas de ces entreprises-là dont nous parlons. On dit, par exemple, que pour les entreprises, les factures d'électricité, par exemple, on va faire de la gratuité de la consommation pendant 3 mois. 3 mois pour l'entreprise. 3 mois pour l'entreprise, facture, gratuité de la facture, ça entre dans la poche de qui jouit directement de ce privilège-là. Vous allez me dire que c'est la bonne femme, c'est le panier de la ménagère qui joue directement de ça. Mais au niveau du panier de la ménagère, c'est-à-dire que le citoyen lambda, on dit non. Au niveau du citoyen lambda, on dit non. Il n'y aura pas de gratuité de facture. On devait faire à tout temps, il devait y avoir une hausse tarifaire, on va vous payer la hausse tarifaire, on va envoyer les sous au niveau de la SBE. Mais dites-moi, quand vous payez de mesures sociales, comment est-ce qu'on peut mesurer cela? Une entreprise donc qui tient déjà, on dit la facture électricité eau gratuite pour 3 mois. On vient au niveau du citoyen lambda qui également ressent les effets du coronavirus. On dit non, vous là, à votre niveau des Béninois, de façon générale, à ce niveau-là, non, ce qui va se passer, c'est que pour le compte de l'année 2020, on devait faire une augmentation il devait y avoir une hausse tarifaire sur les factures et que le gouvernement vient nous payer cette hausse tarifaire-là. C'est ça, c'est ça le social. D'extrapoler. Je suis en train d'extrapoler. Je suis en train d'expliquer dans les détails. Ça dit que lorsqu'on se focalise essentiellement sur les entreprises, on ne peut pas comprendre l'impact réel de l'ensemble de ces mesures sociales-là qui ont été prises. Il n'y a pas que les entreprises. Ne restez pas uniquement sur... Laissez-moi finir. Je suis en train de vous expliquer. Parce que la mesure ne concerne pas que les entreprises. Le problème se pose... La part de l'Union est quand même taillée aux entreprises. Non, le problème qui se pose ici, c'est quoi? C'est-à-dire que il faut faire la nuance. Mesure sociale dans la globalité, d'accord. Mais il faut faire la nuance entre les effets directs que vous avez lorsque vous parlez de toucher les couches les plus vulnérables. Et c'est de ça que les gens vous parlent. Lorsque vous prenez la Banque mondiale ou le FMI, on vous parle au-delà de l'installation des sites de prise en charge, de l'achat des masques et consorts. On vous parle donc de l'effet sur les entreprises et sur les couches les plus vulnérables. On est d'accord. Je dis dans le cas actuel du gouvernement, on dit, quand nous voyons ce qui a été fait, est-ce qu'on peut dire que l'effet, pour ce qui concerne ceux qui ont été les plus vulnérables de façon globale, c'est de ça que nous parlons. Nous n'allons pas nous focaliser, bon, comme les entreprises là, c'est bien bon, applaudissons pour dire que c'est bon, on a fait pour les entreprises. Mais de façon comparative, lorsque vous dites qu'au niveau de l'entreprise, 3 mois gratuits
électricité, eau. Et vous venez au niveau du citoyen qui a été touché, et vous dites non, à votre niveau là, vous savez ce qu'on va faire? On devait vous faire une augmentation de la hausse tarifaire sur les factures. C'est ça que nous allons vous payer au niveau de la SBE. Comment vous comprenez cela? C'est de ça que nous parlons. Sinon, on aurait pu simplement applaudir les entreprises et se lever d'ici. Mais nous analysons la mesure qui a été prise par le gouvernement et nous disons que ce qui a été fait là, franchement, ce n'est pas normal. Et quand non seulement on a mis les 63 milliards, on n'a pas fini avec les entreprises. On a dit désormais encore, on sort une marge de 100 milliards. Et 100 milliards, désormais, ça va permettre de faire des prêts au niveau des banques sans intérêt. Et il y a une bonification de plus de 30 milliards. Ouais. C'est de ça que nous parlons. Donc, il dit toujours que ce qui a été fait là, beaucoup plus, ceux-là, beaucoup plus qui vont très bien s'en sortir, sans doute, ce sont les entreprises. Oui, je vais revenir un peu sur sa démonstration. Lorsque vous parlez des entreprises, aujourd'hui, dans notre espace, tout le monde sait que ceux qui créent les emplois, ce sont les entrepreneurs. Et vous savez, un employé au sein d'une entreprise, vous savez l'impact, le nombre de personnes que ça donne derrière. Le discours que tient Arnaud, quelqu'un qui a une entreprise ne s'y retrouverait forcément pas parce que lui, c'est quelqu'un qui crée de la richesse. Et lorsqu'on permet à un pays de créer de la richesse, forcément, ça rejaillit encore plus sur le reste de la population. Donc, c'est tout à fait normal qu'on taille la part du lion aux entreprises parce que l'esprit même, c'est de relancer l'économie. Parce que lorsqu'on relance l'économie, le pays a tendance à beaucoup plus respirer. On dit que nous avons pris du temps, le Bénin a pris du temps. Est-ce que dans le reste de l'espace UEMOA, les gens réfléchissent moins que nous? Mais les contextes ne sont pas pareils. Les entrées du Bénin depuis la fermeture des frontières avec le Nigeria, c'est ceux qui sont aux commandes qui savent comment est-ce qu'ils arrivent à habitué, on cherche les Ah non, c'est vous depuis ce studio. C'est vous depuis ce studio. C'est vous depuis ce studio. Non, et ils savent. Si vous allez, ceux qui tiennent la bourse de ce pays, ils savent comment est-ce qu'ils s'en sortent. Et donc, quand on parle de résilience, c'est pas une affaire de démentir le chef de l'État ou pas. Il y a les réalités, que nous vivons. Lorsque vous allez voir le ministre des Finances, lorsqu'il va vous faire des démonstration pour vous prouver comment le Bénin, de façon extraordinaire, parce que personne ne s'y attendait, arrive à s'en sortir. Il y a de quoi qu'on parle de résilience. Et donc, avant de prendre quelques mesures que ce soit, pour ce qui concerne le Bénin, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Vous ne pouvez pas vous adosser à un géant économique qui, du jour au lendemain, ferme ses frontières. Vous n'avez pas encore fini de gérer ça. Vous avez sur la scène mondiale une pandémie qui bloque l'activité économique mondiale, qui rejaillit sur vous. D'accord? Ça veut dire que vous avez deux problèmes. Vous n'avez pas les mêmes problèmes que les autres pays qui ne sont pas adossés à un géant économique immédiat avec qui on fait des échanges et qui permet quand même aux populations de s'en sortir. Et donc, il faut avoir le temps d'adaptation a été nécessaire. Il le fallait. Sinon, on allait prendre des mesures comme tous les autres sans tenir compte de ces paramètres-là. Et on allait dans le décor. Vous parlez tout à l'heure de recensement qui est en cours, mais on a fait rapide. Dans ce pays, on a fait recensement des couches vulnérables pour le projet H. Aujourd'hui, on fait encore des recensements. Est-ce que les recensements qu'on avait fait par le passé n'ont pas été inutiles ou pourquoi il faut encore faire des recensements avant d'aller maintenant sur le champ social dans le cadre de cette pandémie? Si vous permettez, je vais dire à Yves que je ne condamne pas le fait que le gouvernement ait injecté de l'argent au niveau des entreprises, du tout pas. Mais ce que je reproche, je dis, nous sommes en matière d'économie. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous vendez peut-être, je suppose, du riz, par exemple. Vous avez l'argent pour aller acheter le riz. Mais il faut que, de l'autre côté, il y ait quelqu'un qui vienne acheter ce riz-là.
Vous comprenez? Et lorsque, au niveau de la personne là qui doit venir acheter ce riz, il n'y a pas les capacités, on n'a pas pu, la personne a été également fragilisée par l'impact économique du coronavirus, et que cette personne n'est pas en mesure de venir acheter votre riz, l'entreprise ne va pas tourner. C'est pour ça que je dis, au même moment où, lorsqu'on injecte de l'argent au niveau des secteurs, en tout cas au niveau des entreprises, où l'objectif est carrément la relance de l'économie, il faut penser également de l'autre côté pour dire, de l'autre côté, il y a des personnes, des hommes et des femmes qui ont été touchés par l'impact du coronavirus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau des institutions internationales et au niveau de la plupart des États, on met beaucoup plus l'accent sur ces personnes-là. Mais nous savons que depuis un moment, vous et moi, depuis le régime du président Patrice Talon, on pense beaucoup plus au secteur privé. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a voté la loi le partenariat public-privé au Bénin. Mais je dis, quelle est la finalité? Si seulement la finalité là, c'est juste injecter de l'argent dans les entreprises, nous avons quelque chose qui avait manqué parce qu'au niveau de ces personnes, on n'a pas été fait. Bon, pour le recensement des gens, c'est déplorable que les plus vulnérables, on puisse qu'on mette cela pratiquement en septembre pour leur apporter d'autres mesures. Et pour les entreprises, les bails, consorts. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'ailleurs que les mesures démarrent le plus tôt possible parce que on a lancé depuis mercredi, mais juste là, rien n'a encore démarré. Yves, certains parlent déjà de la pression de 2021 que le gouvernement est en train d'anticiper. Au point, le ministre des Finances a dû répondre pour dire que le gouvernement aurait pu lancer les affaires sociales avant les communales, mais il a dû attendre maintenant pour le lancer qu'il n'y a rien à voir. Est-ce que cela n'a pas aussi raison de croire, de penser que le gouvernement est en train de préparer déjà la pression de 2021? Non, je ne pense pas que les mesures sociales qui sont intervenues maintenant aient des relents électoralistes. On ne peut pas le penser parce que personne ne pouvait prévoir la pandémie du coronavirus. Donc on a entendu tout ce texte, c'est maintenant qu'on y vient, est-ce que les gens... J'ai déjà donné des raisons tout à l'heure de pourquoi est-ce que, de mon entendement, pourquoi est-ce qu'on a été obligé de prendre du temps, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Et donc, c'est que ça se fasse maintenant, c'est juste un hasard du calendrier. Et à nous, vous pensez la même chose que Yves, que c'est un hasard du calendrier? Pas un hasard du calendrier, forcément. Encore que je trouve que la réaction a été un peu trop lente. Je l'ai dit tardive, mais aujourd'hui, tel que c'est dit, il faut que ça se fasse très vite. Parce qu'il y a le cas des entreprises où j'ai dit quand même que la plupart sont connus de l'État et qu'on ne peut pas nous dire que c'est aujourd'hui qu'on est en train de recenser. Et au-delà de ça, lorsque vous prenez le gouvernement qui avait fait un recensement des artisans, et on sait que dans ceux artisans-là, on a fait un recensement de plus de 400 000 personnes. Ouais. Aujourd'hui, c'est à peine 55 000 personnes qui seront prises en compte par rapport aux effets. Ouais. Est-ce qu'au niveau de cette base de données où on a plus de 400 000 personnes, on se dit que non, si on y va, on risque de ne pas pouvoir soutenir les gens. Et quand tu prends 400 000 personnes dans la base des artisans, qu'on sorte les secteurs qui n'ont pas été touchés, par exemple, par le coronavirus. Donc, on n'a pas forcément besoin, nous savons ceux qui connaissent les artisans, que des gens viennent dire « j'ai été touché ». Que le coiffeur, le tailleur disent j'ai été touché, alors qu'en temps on a une base de données, on pourrait déjà dire si on demande aux gens de venir se faire si on demande aux gens de venir se faire recenser et qui ne font pas. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on avait lancé ce recensement-là, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu toute une campagne de désinformation comme quoi c'est pour les identifier et pour mettre les finances, le fisc à leur trace et tout. Ça fait que beaucoup se sont... Mais c'est 400 000 personnes. Et on dit maintenant que le gouvernement... Le gouvernement n'a pas réduit. Il ne faut pas dire que le gouvernement a réduit. On a demandé aux gens de venir s'inscrire. Est-ce qu'ils sont venus? Alors, quand c'est que l'INSAE fait des enquêtes tout le temps, l'INSAE a une base de données, et mieux comme par exemple... Je dis d'abord que tout au moins, on a une base de données de 400 000 artisans. Si on estime qu'il y a des corps de métier qui n'ont pas été touchés, on aurait pu déjà, à ce niveau-là, se dire, voilà les corps de métier qui sont touchés, et par rapport à ça, nous pensons telle façon faire, épuiser dans cette base de données. Un peu comme on a une base de données des enseignants, après on puise dedans pour mettre à disposition des établissements. Non, et ensuite, si vous avez suivi la conférence qui a été animée hier, vous allez voir, les corps de métier qui ont été touchés ont été comment dire, cités.
Et c'est pour ça que je dis, si on a les corps de métier qui sont déjà cités et que nous avons une base de données, on épuise ça dans cette base de données et on dit maintenant ceux qui n'étaient pas dans la base de données, ceux-là maintenant, ils peuvent compléter. Non, je crois que la démarche scientifique voudrait qu'on recense. La démarche scientifique voudrait qu'on reprenne ce qu'on avait déjà fait. Non, ça là, c'est dans un autre schéma. Recenser, là, nous sommes dans une crise. Et si tu estimes que tu es impacté par les effets... Il y en a qui sont impactés. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus s'inscrire? Si on a demandé de venir s'inscrire et que tu n'es pas venu t'inscrire, ça veut dire que tu n'es pas impacté par la crise et que si on avait considéré les bases, ce qui existait, on t'aurait crédité gratuitement alors que tu n'étais pas dans le besoin. C'est pourquoi en période de crise, oui, si on lance un recensement, si tu estimes que tu as été touché, tu dois être en mesure d'aller te faire recenser. Dans la crise mondiale, il n'y a pas certaines personnes qui n'ont pas été touchées. Non, c'est pas seulement, non seulement ça, pas la présidentielle. Je dis que il y a le ministre des Finances qui disait que ce n'est pas des faits électoralistes parce qu'on aurait eu les élections communales. Il dit, mais non, là, l'esprit de la question, c'est la présidentielle. Ouais. Et Patrice Talon n'est pas candidat aux élections communales. Donc les journalistes s'en prennent la question de savoir s'il n'y avait pas une agenda politique derrière. C'est parce que justement, on pense à la présidentielle qui est bientôt environ à 9 mois. Et donc, c'est à ça que les journalistes pensaient. Donc, on n'a pas répondu. Ça reste on n'a pas répondu. On n'a pas répondu. Donc, on n'a pas répondu à la question du journaliste. De toute façon, le politique ne pose jamais aucune action sans avoir de choses derrière, que ce soit pour la présidentielle ou autre chose. Vivement que les actions soient posées au plus tôt pour soulager les populations qui souffrent énormément depuis que cette pandémie a pris corps ici au Bénin. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Merci aussi à vous, chers invités, d'être venus partager avec nous vos points de vue et à vendredi prochain pour notre numéro de À Palabre.